forces de l'ordre. Ces scènes d'émeute surviennent ce lundi à Fumbeuf, quelques heures après le décès d'un prévenu en prison. Comment ce drame a-t-il mis le feu aux poudres? Quels sont les différents bilans de ces échauffourées? Élément de réponse au cœur de ce journal. À l'international, c'est une réticence des populations africaines aux campagnes de vaccination anti-Covid. Illustration en République démocratique du Congo, où des millions de doses de vaccins pourraient être redistribuées à d'autres pays africains. Nous ferons également le point sur les négociations en cours pour le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Ses partisans ont déjà foulé le sol de la Côte d'Ivoire. Nous en parlerons dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Évoquons d'abord ce regain d'insécurité dans la région de l'Ouest, principalement dans la ville de Tchang, où des conducteurs de motos se plaignent d'être victimes d'agressions à ciel ouvert. La gendarmerie multiplie les différentes opérations visant à arrêter et appréhender également, pouvoir mettre hors d'état de nuire les présumés voleurs de motos. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur dans le chef-lieu du département de la Menoie. D'autres précisions avec le Clé de Sakem. Le département de la Menoie, dans la région de l'Ouest du Cameroun, serait-il en passe de devenir la capitale du crime? Alors que la population ne cesse de croître du fait du flux des déplacés de la crise anglophone, la grande criminalité refait son nid. Vol à main armée, cambriolage des commerces et maisons animent le quotidien des habitants. Le cœur des motos taximan en paie régulièrement le loup tribut. Leurs engins sont arrachés et certains propriétaires assassinés. C'était le cas il y a peu avec la découverte du corps d'un certain Dallas à Johnny Balin et du jeune Kevin Bouna sur la route de Fongo-Tongo. La psychose s'est installée dans ce cœur de métier. Là, nous courons beaucoup de risques avec des agressions très récurrentes dans la ville. Nous sentons tellement à la situation dont nous sommes en train de vivre maintenant. Comme on a tué notre frère, on a un peu de travail. Désormais sur les traces de ces bandits de grand chemin, les éléments de la brigade de recherche de Tchon viennent de démanteler un vaste réseau de présumés voleurs de motos. Une belle prise qui a déjà permis de récupérer plus de 7 motos. Depuis pratiquement 3 mois, les populations de Tchang et les environs vivent des soubresauts, des vols de motos. Nous avons eu un renseignement digne de foi. Nous avons impulsé le commandant de brigade de recherche qui est parti dans un village Bamendou. Et de là-bas, il a pris le présumé malfrat, le meneur, M. Ngameni. Et après investigation, ça nous a permis de prendre les autres malfrats. Et nous avons constaté que le réseau s'étendait jusqu'à Bafoussam, où nous sommes partis et on a pris d'autres et des motos. À ce jour, nous en avons pris 8 motos et nous avons, jusqu'à preuve de contraire, 5 malfrats. Le commandant lance un appel à l'endroit des populations pour une collaboration plus intense pour davantage assainir les villes et villages de la Menoie de ces hors-la-loi. Nous demandons la collaboration des populations pour que nous puissions mettre à nu tous ces réseaux de vol de motos et conduire les malfrats dans les mains de la justice. Parlons à présent de ces prestataires dans les procédures de marché public. Ils se plaignent de nombreux goulots d'étranglement qui les empêchent de pouvoir mener à bien leur mission et de suivre le cahier de charges fixé par le gouvernement. Les autorités administratives dénoncent de leur côté des manœuvres visant à créer le clair-obscur autour des procédures de passation, de suivi et d'exécution des marchés publics au Cameroun. D'autres détails dans ce reportage signé Guizogo. Le syndicat des prestataires des marchés publics, Cypremap, n'y va pas par 4 chemins en dressant un tableau quasi-apocalyptique de ce secteur au Cameroun. C'est à l'occasion d'une réflexion organisée dans le cadre de la plateforme CONSUPE, organisation de la société civile, sous le thème sécurisation et protection de la fortune publique dans le cadre de la gestion de la commande publique.
pour un Cameroun émergent. Une photographie des gestionnaires est alors exposée après un sondage. Ce sont les gestionnaires heureux, qui sont des affairistes et possèdent de nombreux établissements avec des belles noms. Ils ont pratiquement transformé leur service en un vaste comptoir pour marchandage de production qui ont fait leur nid. Si les livraisons fictives sont monnaie courante, la deuxième catégorie concerne les gestionnaires indignes. Ils s'identifient à travers des actes négatifs qui posent. Il s'agit du tribalisme, du nombrilisme, du népotisme, du sectarisme et de relations malsaines. La troisième catégorie, c'est les gestionnaires loyaux. Ils sont intègres, patriotes, avec un sens élevé du bien commun. Il s'agit de gestionnaires prêts à servir leurs concitoyens. À quoi s'ajoutent des pratiques éhontées que dénonce également le CIPREMAP. Il y en a qui raclent tout le budget avant même que les lignes ne soient ouvertes. Nous disons qu'il faut que les gens tempèrent, qu'on lève un peu les pieds sur l'accélérateur. Nous n'en voulons à personne, que ce soit nos camarades, que ce soit les gestionnaires. Nous n'en sommes vraiment derrière personne. On ne peut pas construire une nation, on ne peut pas évoluer en se comportant de cette façon-là. Associé à cette initiative, le contrôle supérieur de l'État lui apporte sa caution. La qualité et la rigueur des règles et procédures, ainsi que leur respect scrupuleux, augurent de bons résultats dans la qualité des investissements publics. Par conséquent, le consulpé, de par ses missions, a la responsabilité de veiller au respect des règles et procédures en enclenchant les contrôles de conformité à l'exactitude et à la sincérité et à la dépense par des contrôles financiers et mieux encore à la qualité par l'économie, l'efficience et l'efficacité de la dépense à travers des contrôles de performance. D'autres contributions sont venues du ministère de la Justice à travers un exposé sur les délits d'initiés et le ministère des Marchés publics qui a présenté l'application COLEPS dont la mission est de garantir davantage la transparence dans le secteur au Cameroun. Pour le CIPREMAP, il n'est pas question de céder aux pressions. Des gens ont pensé nous menacer pour que nous arrêtions ce que nous sommes en train de faire comme travail. Nous ne nous arrêterons pas. Ça sera très compliqué. Il faut que chacun se mette à carreau. Il faut que la ligne bouge. Parce que nous pensons que certaines personnes, une infime partie, ne peut pas s'accaparer de tout. Pour le moins, avec cette action du CIPREMAP, la preuve est apportée que le secteur des marchés publics au Cameroun reste une vraie jungle. Dans la géopolitique, des leaders africains critiquent l'attitude des anciennes puissances colonisatrices qui manœuvrent dans l'ombre afin de préserver leurs intérêts au détriment des aspirations des peuples africains. Illustration au Tchad, où l'attitude du président français a été critiquée. Certes, il s'est montré favorable à une inclusion des forces vives de la nation tchadienne dans le conseil de transition civilo-militaire. Il s'est opposé à un plan de succession, mais les attitudes du président français Emmanuel Macron et de ses prédécesseurs suscitent des critiques sur le continent africain. Cependant, d'autres leaders politiques estiment que les Africains sont responsables de leur situation et devraient s'émanciper en prenant en compte leurs différents intérêts. Le regard de la classe politique sur les relents du néocolonialisme sur le continent africain, c'est avec Flavien Valodongo. Au Cameroun, plusieurs opposants ne cessent de critiquer les relents néocolonialisme que subissent certains pays africains. La situation qui se passe au Tchad, dans un premier temps, c'est l'échec de Déby Itno. Dans un deuxième temps, les colonies françaises d'Afrique noire francophone sont restées des comptoirs coloniaux. Parce que regardez ce qui s'est passé au Gabon. On a remplacé Bongo par le fils. Et Yadema, on l'a remplacé par le fils. Et au Cameroun, de plus en plus, on vous parle de Franck Biya, comme si c'était un jeu. C'est une bulle d'air qu'on lance comme ça, qui peut devenir une réalité demain. Des anciennes puissances colonisatrices, indexées ici par des acteurs politiques de l'opposition, et au regard de ce qui se passe au Tchad, semblent jouer le rôle trouble, en cautionnant plus ou moins le non-respect des constitutions des pays africains. La jeunesse d'aujourd'hui refuse de vivre dans cette situation d'instabilité institutionnelle. On ne sait exactement pas comment se fait la dévolution du pouvoir. Pourtant, on a des textes qui prévoient tout. Vous l'avez encore vu au Tchad. Mais dès lors qu'une situation se pose, les gens refusent volontairement d'appliquer la Constitution. C'est pour ça qu'on dit chez nous le non au gré à gré. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun est allié qui redoute le gré à gré qui se tramerait au Cameroun
tirent la sonnette d'alarme. Au Tchad, par exemple, la gestion du pays par l'armée n'épouse pas l'assentiment des populations qui expriment leur ras-le-bol depuis quelques jours. Pour qu'un peuple réussisse ce que les Tchadiens veulent réussir, il faut qu'il ait la conscience qu'il est une nation. Parce que quand vous êtes une nation, vous savez que ce n'est plus question d'individus, il est question d'institutions et d'esprit. Ça cesse d'être une affaire d'hommes. Ça cesse donc d'être des questions d'une transmission héréditaire. Pour le RDPC, qui semble soutenir l'action des militaires au Tchad, ne cesse d'encourager la succession de gré à gré à travers une théorie qui n'est pas du goût de l'opposition camerounaise. Je vous parlais d'une théorie de Francis Galton qui détermine les facteurs d'hérédité à travers les transmutations, les transferts physiques et psychiques supérieurs par rapport, n'est-ce pas, au fils ou dans la famille. Donc, il y a une sorte de sécurisation, de confort psychologique et de stabilité lorsqu'on sait que, n'est-ce pas, le fils peut ressembler au père parce qu'il a toutes les attitudes physiques et psychologiques, n'est-ce pas, du père. C'est une théorie qui se fait et vous pouvez la vérifier. Tous ces acteurs politiques de l'opposition comme du parti au pouvoir se sont exprimés sur droit de réponse. Dans la ville de Douala, c'est une découverte mystérieuse faite ce jour au quartier Commandeur dans le 2e arrondissement de Douala. Une jeune femme retrouvée morte avec son nourrisson dans la chambre qu'elle occupait, retrouvée dans un état de décomposition très avancé. Les circonstances de ces décès restent un mystère, mais des rumeurs vont bon train sur des disputes qui auraient eu lieu quelques jours plus tôt entre la dame en question et son conjoint, mais une enquête a été ouverte pour déterminer les causes réelles de son décès. Le récit des faits avec Cédric Ding, Innocent Abega et Steve Eboulet. C'est une scène macabre qui a réveillé les habitants du quartier Commandeur dans le 2e arrondissement de Douala. Ekata Marie-Yolande, la trentaine, a été retrouvée morte avec son nourrisson dans la chambre qu'elle occupait avec ses 2 enfants. Une mort inattendue, selon les membres de la famille. Elle venait même d'intégrer cette chambre. Ça ne fait pas longtemps qu'elle a intégré cette chambre. Oui. Et elle n'a pas été malade. Hein. Nous, on a appris subitement la mort ce matin. Elle était couchée là-dedans avec ses 2 enfants. Le bébé qu'elle venait d'accoucher et l'aîné. Elle a le garçon. Mais il paraît que le garçon a passé la nuit chez son père. Et la petite fille de 7-8 ans, on l'a trouvée assise là. Elle était traumatisée. Elle ne parlait pas. Les cadavres découverts dans un état de putréfaction avancé laissent croire que ce décès serait subvenu quelques jours plus tôt. Notamment vendredi dernier, date à laquelle la jeune femme et son bébé auraient été vus pour la dernière fois. Ses voisins la décrivent comme une jeune mère sans histoire. Ce que moi je constate, on doit être vigilant parce qu'entre nous, on n'a pas vigilant et on n'a pas l'amour. On doit avoir l'amour entre nous, de savoir qui s'est réveillé, qui ne s'est pas réveillé. Elle n'a pas de problème avec les voisins. C'est une fille qui a été très bien et très tranquille. Elle n'a pas de problème avec les voisins. L'état de décomposition avancé des corps ne permet pour l'instant pas de déterminer la cause des décès. Cependant, des bruits de couloir font état d'une dispute qui aurait éclaté entre la jeune femme et son amant le jour présumé de sa mort. La descente des éléments de la compagnie de gendarmerie de Douala 1 et de la police scientifique permettront d'établir les liens de fait et de faire la lumière sur ces mystérieux décès. Elle n'a finalement pas eu lieu, cette session du conseil municipal à Banganté pour l'élection du nouveau maire. Le préfet d'Yundé a été surpris de constater que le quorum n'a pas été atteint. Seuls 16 conseillers municipaux ont répondu présents sur les 40 qui doivent être... qui constituent l'essentiel du conseil municipal. Pourtant, la veille, les différents conseillers municipaux, tous issus du RDPC, se sont retrouvés afin de pouvoir trouver un terrain d'entente sur la personnalité qui doit remplacer le maire décédé il y a quelques semaines. Plusieurs candidats se sont présentés et selon les informations que nous avons, c'est plutôt Eric Niat, conseiller municipal, qui a été élu lors d'une rencontre entre conseillers municipaux RDPC hier dimanche. Il a remporté près de 19 voix sur 40 et aujourd'hui, lors de la session du conseil municipal consacrée à l'élection
d'un nouveau maire. Au moins les 2/3 des conseillers municipaux n'ont pas répondu présent. Je vous invite à suivre cette attitude du préfet du département du Ndé qui a renvoyé cette session à jeudi prochain. Il revient sur les circonstances de ce boycott de la session municipale consacrée à la désignation du maire de Banganté. Deux choses. La première, c'est que nous avons respecté les délais légaux qui indiquent qu'en cas de décès du maire, dans les 60 jours qui suivent le décès du maire, on doit tenir une session pour son remplacement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la session s'est tenue, mais malheureusement, on ne pouvait pas aller à terme, tout simplement parce que le quorum n'était pas atteint. Nous avons invité le bureau d'âge à faire cette constatation et nous avons renvoyé la séance dans 3 jours, c'est-à-dire jeudi à 11h. Ce sont les deux choses. La loi est claire. Vous n'avez qu'à ouvrir le code général sur la décentralisation. Vous allez voir que toutes les dispositions sont prises pour régler ce genre de problème. Dans les 3 jours, si on ne parvient pas, la loi dit également qu'on va tenir et puis là on va tout simplement à la majorité simple. On ne cherchera plus, il n'y aura plus cette histoire, n'est-ce pas, de majorité absolue, de quorum. On va directement aller à la majorité simple. Donc les dispositions sont prises. Bon, nous avons tout simplement invité les conseillers municipaux à un grand sens de responsabilité. Certes, le conseil municipal de Banganté est issu entièrement du RDPC. Le RDPC a envoyé des mandataires hier pour essayer, n'est-ce pas, de leur permettre d'avoir une seule voix, c'est-à-dire d'être dans un consensus en venant à cette session aujourd'hui, qui est la véritable session. Ce qui a été fait, tel qu'on nous l'a rapporté, ben, vous savez, il y a toujours certaines personnes, peut-être qui n'étaient pas satisfaites de la manière avec laquelle cela s'est fait, ou bien qui essayaient d'avoir quelques appréhensions. Mais nous avons fait tenir cette séance, et comme le quorum n'était pas atteint, nous avons renvoyé. Et nous avons invité dans les conseillers municipaux à un grand sens de responsabilité, à être rentrés véritablement dans la conscience du travail, et à comprendre qu'une fois même arrivé à la tête de la mairie, on n'est plus là pour un groupe, pour une bande, pour des amis, mais on est là pour servir la communauté. Donc tous ceux-là qui peuvent même aujourd'hui être mécontents du choix à venir du maire, il faudrait qu'ils comprennent qu'ils ont l'obligation d'accompagner ce maire, parce que le maire fait pour la communauté et non pour lui. Pour le gouvernement camerounais, l'ensemble des acteurs médiatiques exercent en toute liberté et en toute indépendance le métier de journaliste. Selon René Emmanuel Sadi, le foisonnement de la presse écrite et audiovisuelle et la liberté de ton sont des preuves suffisantes qui font du Cameroun un pays de démocratie et de liberté. Le ministre de la Communication regrette la récurrence des dérives professionnelles, l'instrumentalisation de la presse pour ternir l'image du pays, sans apporter des solutions concrètes aux différentes difficultés que rencontre la presse et les intimidations que subissent les journalistes. Le ministre de la Communication exhorte les professionnels des médias à préserver en priorité les intérêts supérieurs de la nation. Selon René Emmanuel Sadi, une telle démarche n'est pas incompatible avec la liberté et l'indépendance du journaliste. Pour le porte-parole du gouvernement, préserver les intérêts de la nation, c'est faire preuve de citoyenneté et cela devrait être constitué le socle du travail des journalistes au Cameroun. Évoquons à présent ces campagnes de vaccination anti-Covid sur le continent africain. Il y a des réticences en République démocratique du Congo et au Nigeria. En RDC, des millions de doses pourraient être redistribuées dans d'autres pays africains au regard de l'attitude des populations, craignant pour leur vie et redoutant les effets secondaires liés à l'administration de ces vaccins anti-Covid. Et dans d'autres pays comme l'Algérie et Madagascar, c'est une résurgence de la pandémie qui est observée. On fait le point avec Nadine Yambou. À Madagascar, confronté à une deuxième vague de contamination au coronavirus, le président malgache prolonge l'état d'urgence sanitaire de 15 jours. Plusieurs régions du pays sont isolées pour limiter la propagation du virus.
S'exprimant sur la pandémie, le président Andry Rajoelina a reconnu que les hôpitaux étaient sous-équipés en matériel de pointe pour une prise en charge des malades. Le pays vient en effet de bénéficier de 2000 bouteilles et 2000 concentrateurs d'oxygène de l'Union africaine. À Madagascar, les premières doses de vaccin arrivent le 7 mai prochain. La vaccination annoncée cible prioritairement les personnels soignants, les forces de l'ordre et les personnes âgées. En République démocratique du Congo, les réticences des Congolais face au vaccin AstraZeneca plombent les campagnes. 2 semaines après le lancement officiel, seulement 2734 personnes ont reçu leurs premières injections. Un nombre jugé insignifiant selon les experts, alors que la RDC a reçu 1,7 million de doses de vaccins. Au regard de ce faible taux vaccinal, l'UNICEF, à la demande du gouvernement congolais, envisage de récupérer 1,3 million de doses du vaccin AstraZeneca et de les redistribuer dans d'autres pays avant qu'elles n'arrivent à expiration fixée au 24 juin 2021. En signe de solidarité, le Ghana, l'Angola, le Togo, la RCA et Madagascar recevront une partie de ces vaccins. Au Nigeria, il est également observé une faible mobilisation dans les centres de vaccination. Malgré les assurances du gouvernement, de nombreux Nigérians demeurent réfractaires à la vaccination. La réticence est due à un déficit communicationnel et les contre-vérités autour de l'efficacité du vaccin. Plus d'un mois et demi après le lancement de la campagne de vaccination, environ 1 million de Nigérians ont déjà été vaccinés sur les 80 millions projetés par le gouvernement avant la fin de l'année 2021. En Algérie, le pays connaît un rebond des contaminations au coronavirus. Les chiffres sont repassés au-dessus de la barre des 200 000 cas par jour. Des médecins alertent sur une 3e vague de la pandémie et appellent les Algériens à se ressaisir en renouant avec les mesures barrières. Et les jeunes sont les plus touchés cette fois-ci. L'Algérie vient de réceptionner de nouvelles cargaisons de vaccins russes et chinois qui devront permettre d'accélérer les campagnes de vaccination qui ont connu de grosses perturbations en raison des difficultés d'approvisionnement en vaccins anti-Covid. Dans ce chapitre international, des partisans de Laurent Gbagbo sont de retour en Côte d'Ivoire. Ils bénéficient des négociations en cours visant à favoriser le retour de l'ancien chef d'État ivoirien dans son pays. Pendant ce temps, un gouvernement de transition a été nommé au Tchad. Saleh Kebzabo a vu ses partisans intégrer ce gouvernement de transition, lequel suscite déjà les critiques des autres opposants tchadiens et les critiques de la société civile. Évocation de la mouture internationale, signée Gladys Sidi. Des gestes d'apaisement politique se multiplient en Côte d'Ivoire, où des exilés partisans de l'ex-président Laurent Gbagbo sont rentrés après 10 ans d'exil. Au même moment était annoncée la libération d'une centaine de prisonniers. Les exilés, parmi lesquels figurent l'ancien ministre du budget, Justin Katinan-Koné, et la sœur cadette de Laurent Gbagbo, Jeannette Koudou, ont été accueillis par plusieurs dizaines de militants qui étaient toutefois maintenus à bonne distance par la police. Le retour de ces exilés précède celui attendu de Laurent Gbagbo lui-même après son acquittement le 31 mars par la justice internationale de crimes contre l'humanité commis pendant la crise. Début avril, le président Alassane Dramane Ouattara avait annoncé que Laurent Gbagbo était libre de rentrer en Côte d'Ivoire quand il le souhaite. Mais aucune date n'a encore été dévoilée pour son retour. Entamé sous le gouvernement du Premier ministre Ahmed Bakayoko, décédé au mois de février, les discussions entre le FPI au sujet des modalités du retour de Laurent Gbagbo ont repris au plus haut sommet de l'État. C'est de nouveau la primature qui sera chargée du dossier. Le nouveau chef du gouvernement, Patrick Hachi, a reçu une délégation du FPI conduite par le secrétaire général du parti. Très peu d'informations ont filtré sur ces échanges, mais il s'agissait surtout de remettre le dossier au goût du jour, confie un membre du FPI. Au Tchad, la junte au pouvoir a nommé son gouvernement de transition. Mahamat Idriss Déby, qui a pris la tête du conseil militaire de transition,
par décret 40 ministres et secrétaires d'État avec la création d'un nouveau ministère de la réconciliation nationale. Côté opposition, l'on note l'entrée de 2 membres de l'UNDR, le parti de l'opposant Saleh Kebzabo, dans le gouvernement de transition. Il s'agit du ministre de l'élevage et du ministre secrétaire général du gouvernement en charge notamment des relations avec le futur Conseil national de transition qui fera office de parlement. Saleh Kebzabo s'est dit satisfait par la formation du gouvernement, non pas parce que son parti est représenté, mais parce que la machine va enfin, selon lui, être mise en route pour que le Tchad aille à l'essentiel. Dans ma conception, ce n'est pas un gouvernement courant, c'est un gouvernement qui est chargé de maintenir l'État en l'État. Il doit s'attaquer à l'essentiel. L'État tchadien est un État informel qui est par terre. C'est déjà tout un travail que de le relever, de le maintenir et de préparer en même temps un dialogue inclusif. Pour moi, l'essentiel, c'est cela. Le couvre-feu a enfin été levé au Tchad. L'annonce a été faite par le Conseil militaire de transition qui affirme que la situation sécuritaire permet de lever la mesure. Elle était en vigueur depuis l'annonce de la mort du président Idriss Déby. C'est dire que les Tchadiens peuvent désormais sortir après 20 heures à N'Djamena et dans tout le pays. Autre sujet brûlant d'actualité, ce sont ces scènes d'émeutes survenues à Foumbot quelques heures après le décès d'un prévenu en prison. Ce drame a suscité la colère des populations. Ensuite, le palais de justice a été incendié. Les manifestants ont engagé un bras de fer contre les forces de l'ordre. Il a fallu une descente musclée des forces de l'ordre afin de calmer les esprits. Toute la journée était électrique à Foumbot. C'est le constat que font nos reporters Mama Soufor, Raphaël Tchoko et Vivien Tonfac. Des coups de feu retentissent à Foumbot, dans le département du Noun. Les forces de l'ordre tentent de disperser une foule en furie qui a pris les rues d'assaut. À l'origine de ce climat électrique, le décès d'un commerçant mis sous mandat de dépôt à la prison secondaire de Foumbot. Il a rendu l'âme sans bénéficier des soins appropriés. Et les mécontents accusent le procureur de la ville d'avoir catégoriquement refusé d'accéder à la demande de la famille de ce prévenu pour une évacuation vers une formation sanitaire, telle une traînée de poudre. La nouvelle et les circonstances de son décès vont se propager dans la ville et vont soulever la population, qui ont aussitôt mis le feu au palais de justice. Ici, tout est parti en fumée. Pendant la manifestation, une personne, le nommé Mohamed, sera atteint par une balle et rendra l'âme. Ce nouveau décès va davantage irriter les manifestants qui ont paralysé la ville. Les boutiques et autres commerces sont restés fermés. Rendus sur le lieu des tensions, le gouverneur de la région de l'Ouest et le sultan roi des Bamoun ont entamé une médiation qui a apaisé les esprits. L'État est en train de jouer son rôle pour le développement et pour assurer votre bien. Mais Foumbot reste sous haute sécurité, en dehors des pertes en vies humaines. Et les dégâts matériels importants, ces émeutes ont également fait 5 blessés. Voilà donc le bilan de ces scènes d'émeutes survenues à Foumbot, dans le département du Noun, région de l'Ouest. Des publi-reportages dans ce journal. Orange Cameroun offre des polices d'assurance
gratuite aux journalistes camerounais pour les encourager dans l'exercice de leur métier à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Plusieurs journalistes ont gratuitement souscrit à l'offre Assure tous d'Orange Cameroun, qui vise également à permettre à leurs familles de bénéficier des produits assurance mis en place par Orange Cameroun. Reportage. C'est une grande première dans le monde de la communication au Cameroun. Des journalistes camerounais qui obtiennent des polices d'assurance gratuites grâce à l'offre Assure tous d'Orange Cameroun. C'est à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse que les professionnels du secteur, accompagnés de leurs représentants syndicaux, en l'occurrence le SNJC et Kamasej, ont été enregistrés pour des polices d'assurance qui viennent les couvrir au cours de l'exercice de leur profession, pour le moins dangereuse. Aujourd'hui, c'est le jour international de la presse, de la liberté de la presse. Et pour nous, la liberté de la presse est essentielle dans une démocratie, dans un pays qui se développe, dans un pays qui rayonne. Nous avons voulu accompagner les journalistes de façon la plus proche possible dans ce qui touche le plus l'être humain. Et ce qui touche le plus l'être humain, c'est l'éducation ou la santé. Et comme nous avions une expérience à travers la Fondation et à travers Orange Money, et nous avons voulu faire bénéficier les journalistes de cette expérience et leur aider, leur donner les moyens de pouvoir exercer leur travail compliqué, challenging, dans les meilleures conditions possibles. Il s'agit en gros de polices d'assurance qui couvrent à la fois ces journalistes et les membres de leur famille. Donc avec Assure tous, nous avons ici l'occasion de concrétiser et matérialiser ce projet et permettre donc à tous les membres syndiqués du syndicat national des journalistes du Cameroun de souscrire à cette assurance, non seulement pour eux, mais également pour leurs familles nucléaires. Nous ne pouvons que nous réjouir. Face à cette action d'Orange Cameroun, qui n'a pas laissé de marbre les syndicalistes, l'entreprise citoyenne marque des points au sein de cette coopération qui n'est pas toujours traitée à sa juste valeur. Nous savions que certaines entreprises multinationales sont de passage dans nos pays, mais nous avons la preuve et la certitude que Orange Cameroun, Orange est venu faire corps avec nous les citoyens, avec nous les journalistes. Cette offre de protection sanitaire et sociale vient couvrir un déficit payable tiré du non-respect d'un certain nombre de conventions internationales par les employeurs du secteur de la presse. Assure tous est un produit Orange Money mis sur pied il y a près de 2 ans. Il est issu du partenariat entre Orange et Atlantique Assurance. C'est une gamme qui offre plusieurs formules d'assurance santé et accidents destinés à toutes les bourses. Présent dans près de 500 formations sanitaires de notre écosystème médical camerounais. Pour cette offre-ci, elle prendra en charge toutes les maladies et chacun a ses plafonds de couverture bien décrits et effectivement les assurés concernés auront le temps de prendre en main clairement tous ces éléments de prise en charge. C'est une assurance conçue et destinée aux personnes à revenus modérés et aux entreprises qui désirent fournir des soins de santé de qualité aux employés et à leurs familles à des prix bas. Orange. L'entreprise Isacam, fidèle à sa politique du travail bien fait, récompense ses meilleurs employés. Objectif, les encourager à porter encore plus haut son ambition de faire de la ville de Douala une ville propre à l'abri des pandémies. Reportage. Les meilleurs employés se préparent sur toute l'année. C'est une maxime propre à l'entreprise d'hygiène et salubrité du Cameroun, Isacam. Un message qui ne sera pas tombé dans les oreilles des sourds. Le millionnaire. Au total, ce sont une dizaine d'employés d'Isacam de la ville de Douala qui se sont vus primés par leur abnégation, leur dévouement et leur ardeur au travail. Parmi eux,
Maximilien Nia, qui a reçu une prime d'1 million de francs. Je suis très content d'être meilleur et je ne m'attendais pas et j'en suis très content. Je le faisais avec amour parce qu'on m'avait donné la responsabilité. Au cas où j'échouais, je pouvais être remplacé à une autre personne. Et il y avait trop de pression et je faisais l'effort de commettre le moins d'erreurs possible. Une ardeur et un sens du travail bien fait, prôné par l'entreprise Isacam et matérialisé par ses employés dans leur déploiement au quotidien au plus fort de la pandémie de coronavirus. Nous avons mobilisé le personnel pour que pendant cette pandémie, que les déchets ne soient pas une préoccupation. Vous savez que ces déchets auraient pu constituer aussi et peuvent constituer une source de contamination. Nous avons donc, disais-je, mobilisé le personnel afin que les mesures barrières en interne et toutes les mesures de discipline et d'hygiène soient respectées. Une implication de l'entreprise quinquagénaire dans le nettoyage de la ville de Douala qui ne sera pas passée inaperçue auprès des autorités sanitaires régionales. Il faut déjà dire que quand on parle de santé, on voit d'habitude la médecine directement. Et on oublie tous les autres volets de la santé que sont forcément l'hygiène. Aujourd'hui, que les personnels soient primés, c'est quelque chose que nous trouvons assez intéressant, assez bon sur le plan managérial parce que ce sont des personnels qui ont besoin d'être encouragés, qui ont besoin d'être soutenus parce que ce n'est pas quelque chose de facile d'être face à tous ces déchets et de continuer quand même à travailler avec témérité, avec beaucoup d'engouement et de fougue. Une fougue sans cesse renouvelée aux quatre coins du Cameroun et même au-delà par les employés d'Isacam qui voient leurs efforts ainsi récompensés. Car comme le disait un penseur, quoi que tu fasses dans la vie, sois le meilleur. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Éric Niat, conseiller municipal, commune de Banganté et candidat RDPC à la succession du docteur Jonas Kwamo, maire de regrettée mémoire. Éric Niat, comme je le disais, n'est pas encore maire de Banganté. Pourtant, la nouvelle a circulé dans la journée de dimanche, la soirée de dimanche à ce lundi matin, le présentant comme élu à la tête de cette municipalité, alors que la session du conseil municipal consacrée à la désignation du maire ne s'était pas encore tenue. Elle n'a pas eu lieu ce matin et pour cause, le quorum n'a pas été atteint. Les 2/3 des conseillers municipaux ont boycotté cette session. Pourtant, ils étaient presque tous ensemble hier dimanche lors d'une rencontre informelle des conseillers municipaux RDPC. Au cours de cette rencontre, il y a eu élection de celui qui sera à même d'être présenté lors de la session légale comme le candidat RDPC à cette élection à la tête de la mairie de Banganté. Mais le préfet Dundé, vous l'avez écouté tout à l'heure, il note qu'il y a des tensions, des mésententes. Il appelle les conseillers municipaux à faire preuve de responsabilité et programme cette session pour jeudi prochain, a-t-il indiqué. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est l'essentiel. Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h. Dans un instant, la suite. Equinox Soir. Equinox Soir, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Kikichi Laurence, Alain Djipo, Albert Anatole Aïssi et Alex Gustave Azébazé. Alex Gustave Azébazé, est-ce que vous comprenez ce qui se passe à Banganté actuellement? Quelle analyse vous faites? Naturellement, moi, ça ne me surprend pas. Ça ne vous surprend pas? Oui, ça ne... Vous êtes habitué à ce genre de truc venant de Banganté?